Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour à tous et bienvenue dans Territoire d'info, une émission de Public Sénat, de Sud Radio et de TV5 Monde, avec les meilleurs moments de nos interviews politiques de la semaine. Pour Thierry Solaire, qui organise les primaires de la droite, qui était notre invité lundi, une primaire sans femme ne serait pas vraiment ratée. Une déclaration qui ne ferait sans doute pas plaisir à Nathalie Kosciusko-Morizet. Ce qui serait une primaire ratée, c'est si elle était mal organisée ou si les Français n'y votaient pas. Donc pas de femmes, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Ça soulignerait quoi? Ça soulignerait que les quelques femmes qui potentiellement auraient pu être candidats à l'élection présidentielle, leur chemin les a éloignées. Je pense à Christine Lagarde, qui est aujourd'hui directrice générale du FMI. Je pense à Valérie Pécresse, qui a été élue présidente de la région Île-de-France et qui a dit qu'elle ne participerait pas à la primaire. S'il n'y avait pas de femmes à la primaire, ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas de femmes possibles issues de la droite et du centre à l'élection présidentielle de 2017. C'est un fait politique sur lequel on peut réfléchir, les causes, les origines, l'absence de la parité qui n'est pas suffisamment importante au sein des députés, les Républicains. Mais c'est pas ça le problème. Le problème de fond, c'est est-ce que la droite, elle est rassemblée? Et surtout, est-ce que la droite, le jour où elle est rassemblée à l'élection présidentielle, elle a enfin le bon remède pour que le pays se redresse, que le chômage de masse recule. La loi travail, c'est un chemin étroit pour Manuel Valls, qui débute ce matin ses entretiens avec les partenaires sociaux, promettant des améliorations. Jusqu'où le Premier ministre peut-il aller pour préserver votre éventuel soutien? Est-ce qu'il tiendra ce soutien? Vous savez, c'est difficile de suivre le gouvernement, le storytelling permanent dans la fabrication de la loi. Il y a 8 millions de pauvres en France, 6 millions de chômeurs. Tous les mois, depuis l'élection de François Hollande, des chômeurs supplémentaires. Le gouvernement arrive, le président de la République, son gouvernement, en nous disant qu'ils vont faire une loi qui va permettre d'aller dans le bon sens. Et qu'est-ce que nous avons dit, nous, à droite? Bah, écoutez, si ça va dans le bon sens, nous la voterons. Bon, et puis depuis, on voit une levée de bouclier, et puis on voit qu'on repart dans un calendrier. Vous avez peur d'une dévitalisation de la loi? Je constate surtout qu'il y a un problème de méthode considérable dans ce gouvernement. Je retrouve d'ailleurs un parallèle avec la déchéance de nationalité. Donc ça veut dire qu'au fond, vous attendez quand même le projet de loi définitif pour vraiment valider votre éventuel soutien. Mais je vous fais la même réponse que sur la déchéance de nationalité quand on parlait de ça au mois de janvier. J'attendrai de voir qu'est-ce qu'il y a en débat à l'Assemblée. Je participerai au débat. J'amenderai pour essayer de faire des choses qui iront un peu plus loin, peut-être encore un peu mieux. Mais si globalement, à la fin, le texte qui est mis au vote, Gilles Leclerc, c'est ce qui a été annoncé par le président de la République, nous le voterons, mais je crains malheureusement que ça soit encore un vœu pieux. Plus d'1 million de signatures sur la pétition pour dire non à ce projet de loi travail. Est-ce que vous êtes surpris par l'ampleur du rejet sur ce texte? Non, parce que François Hollande a menti aux Français sur son élection. Quand il a été élu président de la République, il a dit qu'il ferait quelque chose, il fait l'inverse. Enfin, il nous annonce qu'il ferait l'inverse. Que les gens qui ont pétitionné se rassurent, il ne se passera rien. Moi, j'en retiens surtout quelque chose. Il faut impérativement, au moment de l'élection présidentielle, dans notre système, les présidents sont élus pour 60 mois, qu'on donne le menu très clairement, qu'il y ait un vote démocratique et qu'ensuite les présidents appliquent le programme sur lequel ils ont été élus. Oui, aujourd'hui, le sommet, bien sûr, qui réunit l'Union européenne et la Turquie. Dès hier soir, les 28 membres de l'Union ont décidé de fermer la route des Balkans. C'est la première fois que des membres de l'Union européenne arrivent à s'entendre sur cette crise migratoire. De fait, du coup, la Grèce va se transformer en terminus pour des milliers de migrants, bien que l'Europe dise qu'elle va donner à la Grèce de l'argent. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est la moins pire des solutions? Probablement. En tout cas, ce qui me frappe, c'est que ce magnifique projet européen ne fonctionne pas très bien et qu'il faut d'urgence remettre plus d'efficacité dans le fonctionnement européen. L'Europe, elle est toujours à réagir quand on est au pied du mur. Depuis longtemps, on voit, je trouve, une ambiguïté dans la position turque et je pense que quand on est allié, quand on est partenaire au sein de l'Union européenne, c'est naturel qu'on travaille avec la Turquie et qu'on pose à la Turquie des conditions de confiance. On ne peut pas laisser des ambiguïtés. Pareil avec les monarchies du Golfe où souvent il y a des ambiguïtés. Quand il y a des ambiguïtés, il faut les lever. Et c'est pas la peine de laisser en permanence les choses d'une manière non dite et non claire. Donc la position de l'Europe, elle doit être unique face à la Turquie et elle doit demander des comptes très précis à la Turquie. Les monarchies du Golfe, elles ne doivent pas avoir d'ambiguïté avec nous. Et le commerce, ça compte, mais les intérêts stratégiques de la France, ce n'est pas que le commerce. On parle de 70 décapitations depuis janvier. Alors par ailleurs, ce n'est pas du tout une démocratie. Il y a en Arabie Saoudite des exécutions capitales très régulières et la France devrait être plus ferme, comme les autres grandes démocraties occidentales, à exiger un comportement différent. Mais avant tout, nos intérêts stratégiques, c'est peut-être pas toujours simplement que de vendre des armes. Quand vous étiez au pouvoir, vous le faisiez aussi. Moi, j'ai jamais été au pouvoir. Non, enfin, je veux dire, et je vous l'ai dit à Gilles Leclerc, la droite n'a pas tout bien fait non plus, sinon il n'y aurait pas 8 millions de pauvres en France.
Au lendemain du bureau politique du Parti socialiste consacré à la loi El Khomri, Karine Berger, la députée socialiste des Hautes-Alpes, nous a affirmé mardi que Manuel Valls, à ses yeux, ne représente pas plus de 5% des voix du bureau politique. Je vais être franche avec vous, la gauche de Manuel Valls hier soir au Bureau national, c'était moins de 5% du Bureau national. Donc s'il y a irréconciliabilité de gauche, il y en a une qui fait 5% et l'autre qui fait 95%. Donc non, moi je ne crois pas à la fracture irrémédiable de la gauche. Je pense que le Parti socialiste est l'endroit où les deux gauches historiques, en tout cas, ont toujours cohabité, mais qu'il ne faut pas pousser le bouchon trop loin et qu'il y a un certain nombre de positions qui ne sont plus des positions de gauche. Quand on donne un permis de licencier à des multinationales dans un texte de loi, on est en train de sortir du champ de la gauche. Il y a des articles qui ne peuvent pas rester en l'état si on espère un vote favorable de la part de la gauche. Le fameux article 30 bis, celui qui a été un peu rajouté au dernier moment, d'après ce qu'on sait. Et ben parce que justement, il a été rajouté au dernier moment, c'est logiquement la raison pour laquelle il n'a pas un numéro à lui tout seul, qui est celui qui a provoquer la colère, notamment de la CFDT, parce que c'est celui qui donne une sorte de permis de licencier économiquement aux groupes, aux entreprises et aux groupes multinationales. Un autre article, l'article 13, à ce stade, qui porte la question des accords d'entreprise qui vraiment remettent en cause complètement le contrat individuel, a aussi été lourdement attaqué hier soir. Pour autant, tous les socialistes présents hier soir sont quand même pour une modification de ce code du travail ou un statu quo, pour qu'on comprenne bien? Majoritairement, les intervenants ont souhaité maintenir le texte, le modifier très profondément, mais donc effectivement aller vers un toilettage du Code du travail tel que c'est proposé dans la première partie. J'ai eu la chance de participer à des directions d'entreprise. Je n'ai jamais entendu qui que ce soit m'expliquer qu'on avait peur d'embaucher quelqu'un parce qu'on ne pouvait pas le licencier. En septembre 2015, vous aviez appelé les Français à un devoir de solidarité et d'humanité pour que chacun prenne sa part dans l'accueil des réfugiés. Je crois que c'était une tribune dans le journal La Provence. Échec complet. On est très loin du compte, et on est très loin du compte tout simplement parce que notre continent a politiquement un peu perdu le chemin au cours des dernières années. On a l'impression que les Européens sont en train de se refermer sur eux. Et c'est vrai que voir des pays comme la Hongrie qui du jour au lendemain ne respectent plus aucune règle de mise en commun, on va dire, de l'accueil, ou à l'inverse, voir que les efforts que la France fait à l'extérieur, sur les terrains extérieurs pour lutter contre le terrorisme ne sont pas suivis, ne sont même pas soutenus par les partenaires européens, on a un vrai problème de disparition, de délitement quelque part. De délitement de l'Union européenne. Alors je vais être peut-être un peu contradictoire, mais je pense que pour relancer le processus européen, il faut le relancer sur des bases extrêmement claires, sur des valeurs, de manière très resserrée. Et par exemple, moi je serais plutôt favorable au Brexit, parce que je pense qu'à force de faire rentrer des pays qui ne respectent plus le principe même, les principes fondateurs de l'Union européenne ou qui veulent les remettre en cause, eh ben c'est toute l'Union européenne qu'on a fini par affaiblir. Je veux dire quelque chose. Le déficit public de ce pays est sous contrôle et parmi les choses dont je suis fière que nous ayons réalisé, c'est ce contrôle du déficit public, cette réduction du déficit public. On nous avait laissé un déficit public. Les 3, vous y croyez en 2016? J'y crois complètement parce que pour la première fois depuis des années, depuis des décennies à vrai dire, les dépenses de l'État dans notre pays ont baissé. Donc oui, il y a un certain nombre de dépenses supplémentaires, notamment dans la défense face aux attaques terroristes, que nous devons mettre sur la table, mais nous pouvons le faire parce que le boulot d'assainissement des finances publiques, on l'a fait au cours des 3 premières années. C'est la journée du droit des femmes, on l'a dit au début de cette émission. Que comptez-vous faire en tant que députée socialiste et femme pour qu'il y ait plus de femmes justement, qu'elles soient plus investies pour les élections législatives de 2017? Alors, au Parti socialiste, c'est une règle, l'investiture, c'est 1 sur 2, et ça a été respecté au cours des dernières années. 104 femmes, hein, je crois. Mais voilà, donc moi, dans ma motion, je suis première signataire d'une motion et donc d'un courant. Nous aurons autant de candidatures féminines que masculines, cela va de soi. Et puis j'ajouterai quelque chose de plus général. Moi, je fais partie des députés qui se battent pour que la France se batte pour le droit des femmes en France, mais aussi dans le monde entier. L'éducation des filles dans le monde, c'est quelque chose qui me tient mais vraiment à cœur. S'il y a un enjeu de politique à long terme, de développement et aussi d'égalité et de valeur, c'est l'égalité. C'est l'égalité pour l'accès à l'école de toutes les petites filles, quel que soit le pays dans le monde. Et ça, on en est très, 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 très loin. Moi, je n'utilise pas l'argument féministe quand quelqu'un, comme une ministre comme Madame El Khomri, est en train de se battre parce qu'elle se bat comme une ministre et comme n'importe quel homme.
Mercredi, Hervé Mariton, candidat aux primaires de la droite et du centre, note une certaine forme d'hypocrisie chez les anciens ministres de Nicolas Sarkozy. Je suis par ailleurs, pour tout vous dire, un peu ahuri de voir ce concours d'anciens ministres de Nicolas Sarkozy qui tout d'un coup aujourd'hui découvrent qu'avec Nicolas Sarkozy le compte n'y était pas. Au moins pour le coup, ma relation avec Nicolas Sarkozy, elle est très directe. Je lui dois rien, il me doit rien. Je n'ai pas été son ministre. Qu'aujourd'hui on constate le désastre de la gauche, on en a parlé, mais aussi l'échec qu'a été celui de Nicolas Sarkozy en 2012. C'est une réalité, il faut y répondre. Mais je trouve que tous ces anciens ministres qui font aujourd'hui un concours de critique, quand ils ont participé, construit, avec les échecs que l'on sait, dans la politique agricole, dans la politique de l'environnement, on pourrait prendre d'autres exemples. Ces échecs de Nicolas Sarkozy en 2012, je trouve tout de même que tous ces ministres de Nicolas Sarkozy en ont leur part, un peu de pudeur, mesdames et messieurs les ministres. Question technique sur la primaire, puisque vous êtes 9 candidats en lice désormais. Thierry Solaire, qui était à votre place avant-hier, a dit qu'il pensait qu'au final, il y aurait 5 à 6 candidats, puisque tous n'auront pas les parrainages. Vous êtes sûr de les avoir? La réponse est oui. J'ajoute que Thierry Solaire ferait bien de s'occuper de l'organisation de la primaire sous la tutelle d'Anne Levade, président de la Haute Autorité. Vous êtes mécontent de ce qui se passe en ce moment? Mais je pense que quelqu'un qui organise la primaire ne doit pas passer son temps à faire des commentaires sur le bon nombre de candidats. Il n'y a pas un bon nombre de candidats. Grand 1, Nathalie Kosciusko-Morizet est une femme de qualité. Grand 2, j'ai écouté son propos hier. Alors, quand Nathalie Kosciusko-Morizet nous dit ni droite ni gauche, eh bien, je suis en désaccord très fort avec Nathalie Kosciusko-Morizet. Moi, je suis désolé, je suis un homme de droite. Et quand Nathalie Kosciusko nous dit qu'être moderne, c'est dire ni droite ni gauche, elle a faux, elle a gravement faux. Et ça, c'est de nature, de nouveau, à induire des ambiguïtés et des malentendus dans notre société. une erreur politique. Mais c'est une faute d'appréciation. Attendez, ça n'est pas une bonne manière de proposer l'avenir du pays. Hervé Mariton, il y a un sondage, IFOP fiducial pour Sud Radio et Paris Match qui vient de sortir. À la Juppé, Nicolas Sarkozy baisse et Bruno Le Maire, que vous venez un peu d'égratigner, décolle. Je n'ai pas égratigné Bruno Le Maire, j'ai dit des désaccords sur le fond. Oui, alors, plus 4 points. Oui. Alors, Bruno Le Maire, il grignote des voix à la fois à Alain Juppé et à Nicolas Sarkozy. Est-ce que c'est le signe au fond que les Français veulent du renouveau? Est-ce que le credo du renouveau, c'est pas mal au fond? Mais je pense qu'il y a en effet un besoin d'une offre politique nouvelle. Je pense simplement qu'on n'est pas dans une... Mais il incarne mieux que vous, Bruno Le Maire, aux yeux des Français, visiblement. Aujourd'hui, dans les sondages, il est mieux coté que moi. Ce que je pense, c'est qu'il y a un sujet à ne pas être dans un casting et être dans un débat sur le fond. On a déjà vu des mouvements de jeunesse faire reculer un gouvernement. Je ne le souhaite pas particulièrement dans l'affaire, mais que se passe-t-il? Le gouvernement n'a jamais annoncé la couleur à l'avance. Et voilà ce qui se passe quand on ne dit pas les choses avant. Une élection où les choses ne sont pas dites avant, ensuite engendre nécessairement des malentendus, des mouvements sociaux et des échecs. Le gouvernement, la majorité, est payée de retour de ce qu'elle a dit, ou plutôt de ce qu'elle n'a pas dit au moment de l'élection de 2012. L'engagement qui est le mien aujourd'hui, ma campagne, c'est de lutter contre les hypocrisies qui étouffent la France. C'est quoi l'hypocrisie là? C'est l'hypocrisie qui consiste à dire une chose en 2012 pour être élu et à faire très différemment après. Rien dans le programme de François Hollande, dans celui de Manuel Valls, dans celui de la majorité élue en 2012, ne laissait présumer des mesures qui sont présentées aujourd'hui. Ces mesures elles-mêmes sont totalement hypocrites en interne, car elles gardent le cadre des 35 heures tout en multipliant les dérogations. Eh bien, la France crève de dérogations à des systèmes pourris. La France crève de gouvernements qui se font élire sur un programme. Ça arrive à la gauche aujourd'hui, c'est déjà arrivé à la droite. Des gens qui se font élire sur un programme et qui font tout différemment après. Le matraquage fiscal, la démolition de la politique familiale. Qu'est-ce qui reste? Je l'ai dit la semaine dernière, qu'est-ce qui reste de François Hollande? Un président de la République qui a l'audace extrême. Avant, il y avait un ministère de la Famille, désormais, ce sera un ministère des Familles. Sur le fond, c'est critiquable. Et quant au bilan du président de la République, c'est pitoyable. Dans une tribune parue dans Le Monde il y a peu de temps, une dizaine de jours, vous avez condamné un peu Vladimir Poutine. Vous le rendez responsable des bombardements qui ont été faits à Alep. Vous le condamnez alors que François Fillon, par exemple, ou Nicolas Sarkozy, eux, ne condamnent pas Vladimir Poutine. Il faut construire un partenariat fécond avec la Russie et l'Europe. 2, il y a à droite aujourd'hui une espèce de fascination de Poutine comme défenseur des valeurs de l'Occident. Je souhaite tout de même que nous ayons des valeurs un peu plus démocratiques. 2, une espèce d'axe selon lequel les ennemis de nos ennemis seraient nos amis. Et donc, tout un tas de gens à droite et à gauche, mais je le dis à mes amis à droite, qui se mettent à embrasser Poutine, Assad et parfois le Hezbollah. Ce genre de phrase assez grave passe... de temps en temps inaperçu, eh bien moi je dis que vu de droite,
il faut travailler avec Poutine, il est le chef de l'État russe, il faut négocier avec Assad, mais Poutine, Assad et le Hezbollah sont tout sauf mes alliés. Jeudi, Pascal Boitard, la secrétaire d'État chargée des personnes âgées et de l'autonomie, qui était notre invitée au lendemain des manifestations contre la loi travail, se dit attentive aux craintes de la jeunesse, mais elle pointe la désinformation qui a accompagné ce texte. Moi, si vous voulez, je peux comprendre les inquiétudes de la jeunesse aujourd'hui, et vous savez que c'est une priorité pour nous au gouvernement, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mesures qui ont été prises. Je pense à la garantie jeune, qui est l'une des dernières mesures à destination de la jeunesse, parce que ce à quoi ils sont confrontés, c'est beaucoup de précarité. Donc vous comprenez ces manifestations? Je comprends les inquiétudes de la jeunesse. Et pas la manifestation elle-même? Je pense qu'il y a eu beaucoup de désinformation quant au texte sur lequel ils ont manifesté, mais je dirais que le débat qui a lieu et le dialogue qui a été réinstauré par le gouvernement va permettre aussi d'éclaircir de nombreux points. Vous avez juste entendu les manifestants, j'imagine, hier, qui ne demandent pas la réécriture. Ils demandent le retrait pur et simple du texte. Tous, y compris le président des jeunes socialistes. Oui, mais il y a des revendications et puis après, il y a aussi la responsabilité que nous devons avoir de pouvoir faire avancer les choses. Hier, les jeunes qui manifestaient dans la rue criaient trahison. Est-ce que vous avez l'impression, vous êtes secrétaire d'État, vous êtes dans ce gouvernement, que ce gouvernement, vous-même, avait trahi les jeunes? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas du tout à cela et... si vous voulez, depuis 2012, de nombreuses mesures sociales et d'avancées sociales ont été votées par les parlementaires et proposées par le gouvernement et validées par le gouvernement. Je pense par exemple à ces personnes qui ont travaillé depuis le plus jeune âge, qui peuvent partir à la retraite à 60 ans. Je pense par exemple, je parlais tout à l'heure de la garantie jeune, je pense par exemple aussi à tout ce qu'on a fait sur les droits des femmes. Et c'est pas une petite affaire que cela. Je ne minimise rien de ce qui s'est passé hier, mais on ne peut pas, comme certains le font, tout jeter par-dessus bord. Peut-être vu les propositions, les contre-propositions de Nicolas Sarkozy hier. Ça, je les ai vues, oui. 300 000 emplois publics en moins. Vous voyez, pour ceux qui avaient quelques questions encore à faire la différence entre la droite et la gauche, c'est 300 000 emplois publics. Et je vous rappelle, et ce sur quoi tous les élus de droite et candidats à la primaire sont d'accord, 100 milliards aussi en moins pour le budget, pour faire des économies sur le budget dans les propositions qui sont faites. Donc, effectivement, il faudra d'ailleurs qu'ils puissent nous préciser sur quel secteur, parce que on parlera tout à l'heure certainement de solidarité. Bien sûr. Et je crois que c'est une vraie question pour les Français. On va venir à vos sujets, à vous. Pascal Boitard, vous êtes secrétaire d'État chargé des personnes âgées et de l'autonomie. Et vous savez que le parcours administratif pour obtenir l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA, qu'on appelle l'APA, est interminable, très compliqué. Et du coup, les gens n'y vont pas forcément. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre ça ? Vous savez que c'est une politique qui est menée par les départements, une mise en œuvre par les départements. Et d'ailleurs, la revalorisation de l'APA qui est portée financièrement à 100% par le gouvernement, c'est-à-dire cette revalorisation est une revalorisation qui représente 375 millions d'euros pour cette année. Tout à l'heure, à l'instant même, des départements, vous avez vu leur communiqué. Hier, ils se sont réunis. Il faudra redoubler d'efforts financiers et humains pour aller, en tout cas, dans le sens de votre réforme. Ils sont vraiment pas contents, les départements, alors que vous dites que c'est autofinancé. Qu'est-ce qui se passe? Qui a raison? Vous savez bien, il y a peut-être quelques raisons parfois un peu politiciennes qui viennent se glisser à un an d'une échéance assez... Donc les départements ne sont pas aux abois financièrement aujourd'hui, par exemple? Il y a d'ailleurs une discussion sur le RSA, ça ne vous a pas échappé. Et nous allons faire en sorte que l'argent de l'État qui est délivré aujourd'hui, qui est donné aux départements, notamment sur l'APA, puisse être distribué à ceux qui en ont besoin. Je rappelle que ça concerne 600 000 personnes. Ce sont par exemple pour des personnes qui gagnent 800 € maximum, ils n'y auront plus à reverser quoi que ce soit par rapport à un différentiel qui pouvait exister jusqu'à présent concernant l'APA. Moi, ce partenariat, je le ferai vivre. Et je ne veux pas rentrer dans des polémiques politiciennes, juste parce que nous sommes à un an d'une élection présidentielle.
Lydia Guirous, membre du bureau politique des Républicains, qui était notre invitée vendredi, conseille aux jeunes d'étudier plutôt que de manifester dans les rues. Je crois qu'il y a quelque chose d'assez pervers derrière cette utilisation de la jeunesse et qui revient de manière récurrente. Moi-même, quand j'étais étudiante, les jeunes avaient été utilisés par ces organisations étudiantes comme l'UNEF, la Fidèle, qui sont affiliées à la gauche, parfois à la gauche extrême, et qui manipulent une jeunesse qui renvoie dans la rue pour mettre en place un bras de fer avec le gouvernement. Et certains de ces jeunes ne savent même pas pourquoi ils manifestent. Et aujourd'hui, moi, j'ai envie de leur dire, concentrez-vous sur vos cours, concentrez-vous sur vos études, et c'est la meilleure façon de faire, de préserver votre avenir. Il faut cesser de manipuler de cette manière-là les lycéens et les étudiants, et le saccage de l'université de Bordeaux est scandaleuse, et l'UNEF, la Fidèle et les autres organisations jouent à mon sens un jeu dangereux avec cette manipulation des jeunes. L'une des priorités durant la campagne de 2012 de François Hollande était censée être la jeunesse. Or, depuis le début de son quinquennat, il n'a strictement rien fait pour la jeunesse, il n'a fait que trahir cette jeunesse, et aujourd'hui ils sont dans une opération à rattrapage qui, à mon avis, est vouée à l'échec. Les jeunes n'ont absolument plus confiance en François Hollande, ni en Manuel Valls, ni en ce gouvernement. Il y a eu beaucoup trop de déceptions, beaucoup trop de trahisons, et aujourd'hui ils ont bien raison de se révolter et de tourner le dos à ce gouvernement qui ne fait que les trahir. C'est une mesure qui est aberrante. Le CDD est déjà surtaxé, entre 4,5% et 7%. Le surtaxer davantage ne permettra pas de créer davantage de CDI, ni davantage de CDD. La seule conséquence, ça sera de limiter le nombre de CDD et donc d'embauche, et donc d'être encore un frein à l'embauche des jeunes. Nathalie Kosciusko-Morizet a déclaré hier, les jeunes n'auront plus jamais accès au CDI, pardon. Le CDD, c'est l'avenir. Le travail, ça sera ça? Ça passera uniquement par le CDD? Moi, je crois qu'il faut arrêter cette course aux mesures ultra-libérales dans ma famille politique. Les jeunes ont aussi le droit de connaître un marché de l'emploi comme celui qu'ont connu dans votre... Oui, enfin voilà, à la fin... Non, le CDI, c'est quand même un contrat qui permet aussi de se construire un avenir de manière assez sereine, de sortir de la précarité. Lydia Guirous, quand Nicolas Sarkozy se dit favorable à la suppression de 300 000 postes de fonctionnaires dans un célèbre journal de l'après-midi, c'était hier, dans Le Monde, vous lui répondez quoi ? Je pense qu'il faut préciser de quelle manière il compte supprimer ces 300 000 postes de fonctionnaires, dans quelle fonction publique. À mon sens, si la suppression de ces fonctionnaires vient dans le cadre de du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, là, on peut être d'accord. Si c'est dans la fonction publique territoriale, alors je le rejoindrai, parce que je pense que la fonction publique territoriale est une fonction publique où il y a quelques abus et où parfois le népotisme domine. Trop de fonctionnaires territoriaux? Michaël Zamès. Je pense que ça va être une voie d'économie importante parce que nous pouvons optimiser effectivement la présence de fonctionnaires territoriaux, mais il y a d'autres. C'est pas une mesure ultralibérale, Non, c'est pas ultralibéral, c'est une mesure d'optimisation. Par exemple, Bruno Le Maire, lui, il a démissionné de la haute fonction publique, il en a fait son cheval de bataille. Il veut mettre fin à l'emploi à vie dans la fonction publique. C'est courageux? Je crois qu'il y a une partie qui est assez populiste dans la déclaration de Bruno Le Maire, de démissionner de la fonction publique quand on est élu depuis longtemps, quand on a été ministre, quand on a des revenus garantis. Tout le monde n'a pas de patrimoine et une fortune personnelle pour se permettre de démissionner de la fonction publique. Donc je pense qu'il faut aussi penser à ceux qui n'ont pas toutes ces garanties et la démission de la fonction publique, c'est un petit peu dans l'air du temps, mais peut-être il aurait fallu qu'il le fasse beaucoup plus tôt. Pro ou anti-Sarkozy aujourd'hui, après votre éviction? Oh, mais on ne doit pas se déterminer comme pro ou anti-Sarkozy. Moi, j'aime beaucoup Nicolas Sarkozy. J'ai énormément de reconnaissance pour ce qu'il m'a permis de faire également, parce que c'est lui qui m'a permis d'émerger politiquement. Mais je ne fais pas partie de cette caste
de politiques qui sont des courtisans. La France aujourd'hui est comme une femme battue. Elle rase les murs, elle a l'impression d'être coupable alors qu'elle est victime. Elle prend les coups sans réagir et je voudrais que cette France se relève et soit fière de ses valeurs. Est-ce que vous soutenez toujours cette idée développée par Christian Estrosi de 5e colonne en France, c'est-à-dire des Français qui tueraient d'autres Français, etc. Menace de l'intérieur. Je pense que apparaître dans un aveuglement volontaire, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui en France ou en Belgique, il n'y a pas de personnes qui sont des ennemis de l'intérieur. Oui, effectivement, il y a des Français nés en France qui ont pour ennemi la France et d'autres Français parce que notre mode de vie est celui qui est, parce que nos valeurs sont celles que nous avons, liberté, égalité, fraternité, laïcité et mixité, égalité homme-femme. Et donc, effectivement, il y a des personnes sur notre territoire, nées dans notre France, qui haïssent la France et les autres Français. Voilà, c'était les meilleurs moments de Territoire d'Info, une émission de Public Sénat, de Sud Radio et de TV5 Monde. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Bonne semaine.